Mokadas Nouré Aboubakar. Je suis sociologue de formation. Et dans le gouvernement, j'occupe le rôle de... J'ai la charge du ministère de l'enseignement primaire, secondaire technique et de l'alphabétisation. Vous parlez d'engagement personnel, si j'ai bien compris votre question. C'est une mission qui m'a été confiée. Et je pense que les autorités à un haut niveau ont fait confiance à ma personne pour m'appeler au gouvernement. C'est pourquoi je parle d'une mission que j'ai à exécuter et qui se manifeste même à travers la feuille de route que Son Excellence, le Premier ministre, a donné à chaque membre du gouvernement. Mais vous dites que j'en ai beaucoup, mais c'était encore plus hein, dans le gouvernement de Sarandi 1. Imaginez-vous, dans le gouvernement Sarandi 1, j'avais l'enseignement primaire, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Vous voyez un peu ce que ça fait. Là, je dis que c'est peut-être un ouf, hein, relativement, bien sûr, par rapport aux différents secteurs que j'ai maintenant. Les moyens, et vous avez raison de mettre l'accent sur les moyens financiers surtout, matériels, selon son temps. Vous savez, il y a eu une très grande évolution concernant l'enveloppe qui est consacrée au secteur éducatif, dans tous les sens du terme. Au moment où notre pays avait connu des soubresauts dus à des différentes crises militaro-politiques, l'enveloppe consacrée au système éducatif tournait autour de 4-5%. Vous vous rendez compte? C'était extrêmement bas. Et les analystes les plus pessimistes disaient même que ça avoisinait 3% ou 4%. Et même pendant la période de transition, cette enveloppe-là, qui est consacrée au système éducatif, n'a pas connu une évolution. Ça oscillait toujours entre 4 et 5%. Et aujourd'hui, nous sommes à 12,88%. Je parle bien sûr de l'enveloppe, la part du budget hein, qui est consacrée au système éducatif. C'est vous dire qu'il y a eu vraiment une très grande évolution. Mais on ne peut pas se glorifier pour cela. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de difficultés. De très grosses difficultés. Et de ce point de vue, notre ambition, c'est d'atteindre les 20%, c'est-à-dire l'enveloppe qui sera consacrée au système éducatif. Et cela conformément aux engagements que nous avons pris, je dirais même que au plus haut niveau, parce que c'était consolidé par la déclaration du chef de l'État devant se faire à la conférence de Dakar, où il était question de mobiliser des fonds par rapport au secteur éducatif. On a même parlé de la reconstitution de fonds alloués au système éducatif. Et cet engagement consistait à respecter cette fourchette-là qui va de 15 à 20% jusqu'en l'an 2020. Et notre pays a pris cet engagement-là et des efforts sont en train de se faire dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, nous avons l'appui de nos partenaires. Je veux parler de la Banque mondiale, de la BAD, de l'Union européenne et de certaines organisations internationales. Vous le savez bien sûr, c'est les élèves du primaire, ensuite du secondaire. Et maintenant, l'accent sera mis sur l'enseignement technique, sur la formation qualifiante, par rapport aux différentes crises que nous avons connues. Des efforts ont toujours été faits concernant l'enseignement primaire et secondaire. Mais l'enseignement technique et professionnel
est resté le ventre mou de notre système éducatif. Il y a eu très peu d'investissements dans ce sens-là. Je dirais même qu'il y a eu très peu de considération au niveau des réformes et au niveau même des politiques. Et c'est pourquoi, depuis la dernière année, grâce à l'impulsion, à la vision du président de la République, 3 lycées techniques ont été réhabilités et construits par la BAD. Je parle du lycée technique qui a de nouveaux bâtiments équipés et je parle du lycée technique féminin qui a un nouveau bâtiment, 2 étages, équipé. Je parle du lycée Gobongo et d'autres qui ont été construits dans les arrière-pays. Alors, là, nous touchons vraiment le point fort même, je dirais l'épicentre de notre faiblesse en termes d'éducation. Regardez un peu. Pour faire des travaux de finition, quand nos opérateurs construisent, ils ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Pour faire des travaux de finition, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, les pays voisins. Et ça, c'est un problème réel. Et c'est cette catégorie-là, des travailleurs qualifiés, qui ont une qualification, et c'est cette catégorie qui fait le développement d'un pays. Et si nous ne mettons pas l'accent sur leur formation, mais nous serons toujours obligés de faire recours à des main-d'œuvre qualifiées qui viendront d'ailleurs. Et de deux, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, notre population cible, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse-là, si on n'arrive pas à l'occuper à travers des formations qualifiantes et à les intégrer dans la vie active, mais nous continuerons toujours à connaître des crises. Parce que l'analyse a montré que c'est parmi cette jeunesse-là que sont recrutés les bras armés. D'abord, la première action, c'était qu'il fallait rehausser l'enveloppe financière, la part du budget qui est consacrée au secteur éducatif. Aujourd'hui, il est à 12,88. Et notre ambition, c'est de le rehausser encore pour atteindre 15% jusqu'en fin d'année. C'est ça notre ambition. Jusqu'en fin d'année, de 2,88. Nous voulons atteindre 15% en fin d'année. Et à l'horizon de l'année 2020, avoir les 20%, comme ça a été recommandé lors de la conférence du COFEMEN qui a eu lieu à Dakar. Ça, c'est extrêmement important, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est un point qui est essentiel. Deuxièmement, nous avons opéré des réformes dans le système éducatif. Les efforts, les moyens ont toujours été mobilisés pour l'enseignement primaire. OK, c'est une bonne chose. Il faut former les gens à la base. Mais ces produits que nous formons vont aller où? Il faut se poser cette question. Ils vont aller à l'enseignement supérieur. Et d'autres vont aller à l'enseignement technique et professionnel. Et c'est là où nous mettons beaucoup d'accent, parce que nous considérons que ce sont ces produits-là qui peuvent faire le développement d'un pays. Et de ce point de vue, le plan sectoriel a tracé les lignes qui vont nous permettre, qui nous ont même déjà permis, parce que nous avons aujourd'hui, je peux vous parler d'une mobilisation qui avoisine les 90 milliards de francs CFA, à travers les différents appuis que nous avons eus, tant de la BAD, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, etc. Mais avec des indicateurs, bien sûr. Et ces indicateurs sont extrêmement importants pour permettre le décaissement de fonds. Un des indicateurs, c'est les annuaires, dont je vous avais parlé. Un autre indicateur, c'est le RESEN, les rapports d'État, système éducatif. Et un autre, troisième indicateur, c'est le plan sectoriel de l'éducation. Et au moment où je vous parle,
tous ces indicateurs-là sont disponibles. Nous avons fait un travail et nous les avons. Et nous n'attendons que le moment des négociations pour les présenter et capter les différents appuis qui sont prévus à cet effet. C'est vrai, ce n'est pas fameux, mais ces résultats-là reflètent les niveaux de nos étudiants, de nos élèves à un moment donné de l'histoire de notre pays. Il fallait le faire, il fallait avoir le courage de le faire. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, en amont, ça ne sert à rien d'avoir des taux, des taux élevés d'échec. Ça ne nous plaît pas, pas du tout. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des taux allant 80-90. Mais il faut relever le niveau. C'est pourquoi il faut travailler en amont. Il faut travailler en amont, c'est-à-dire à travers le relèvement de la formation de nos enseignants. Et là, nous avons entrepris des réformes qui touchent justement ces structures de formation. Là, je veux parler de l'ENI, de l'ENS, l'ENI de Bambari et autres, où on forme le cadre, le cadre des enseignements, le cadre des qualités. Mais il suffit, il faut donner le moyen. Il faut leur donner le moyen. Il faut revoir le programme. Et aussi, au niveau politique, faire une option sur le choix concernant la nomination de certaines personnes. Ailleurs, un chef d'établissement n'est pas nommé comme ça. On leur fait subir des tests et parfois même il y a des concours qui sont organisés. Avant, on les faisait dans notre pays. Mais à un moment, ces valeurs-là n'étaient plus considérées. Et donc, les nominations se faisaient par des relations politiques, de copinage, des liens je dirais même de considérations ethniques qui n'ont rien à voir avec l'administration et encore moins avec les valeurs académiques. Absolument. Absolument. Absolument, il faut en arriver là. N'oubliez pas que dans les années 70, 80 et même jusqu'aux années 2000, le bac centrafricain était un label. Label en ce sens que c'est un bac qui était convoité par des universités étrangères. À telle enseigne que les universités étrangères voulaient avoir un produit centrafricain parce qu'ils savaient que le bac centrafricain avait de la valeur. Mais ça, c'était à un moment donné de l'histoire de notre pays. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, que vaut notre baccalauréat? Donc il faut revenir à ces valeurs-là, donner au bac centrafricain un contenu et au-delà, donner à l'enseignement de notre pays un contenu aussi à travers la valorisation de nos cadres. Mais là, vous me donnez une occasion d'en parler. Vous me donnez l'occasion de parler de la numérisation, c'est-à-dire de l'utilisation de cet outil informatique concernant l'enseignement, l'apprentissage, même l'enseignement à distance que nous avons expérimenté l'année dernière à travers les VSAT dans les zones à problème. Je pense à Ndélé, les Bamigi Bangouran, où nous avons expérimenté un projet concernant l'enseignement à distance et qui a donné de très bons résultats. Vous avez vu le taux de baccalauréat au niveau de cette préfecture-là. C'est un peu grâce à cet outil moderne, là, informatique. Mais en fait, le vrai problème, nous sommes en train de faire des démarches. Nous sommes en négociation avec certaines sociétés étrangères qui sont venues nous voir pour justement
mettre le programme de l'enseignement, le suivi des enseignants dans une plateforme qui sera mise en ligne. L'idée consiste à asseoir une base de données concernant le programme, l'effectif, et maintenant mettre en contact les parents pour le suivi des activités pédagogiques et de suivre aussi l'évolution de leurs enfants en temps réel. Vous voyez que c'est un projet ambitieux qui nécessite beaucoup de moyens, parce qu'il est question d'élaborer une plateforme qui sera mise en ligne et qui pourra être, et que tout le monde pourra, comment dire, pourra suivre, notamment les parents d'élèves. Alors, pour ce faire, nous sommes en négociation, comme je l'ai dit, parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos par rapport à la mondialisation, par rapport à la technologie de l'informatique qui ne fait qu'avancer. C'est vrai, nous avons nos problèmes qu'il faut régler. Mais il faut aussi se préparer à long terme pour entrer justement dans cette numérisation-là. Et là, nous allons le faire d'abord avec certains établissements, notamment privés, ceux qui ont le moyen. Nous allons expérimenter cette plateforme-là qui va être mise en ligne pour suivre l'évolution, pour suivre le cursus scolaire des enfants. Nous allons cibler quelques établissements privés qui ont le moyen de le faire. Quand je dis moyen, ils ont les gens qui sont formés dans la manipulation des ordinateurs. Et ils ont une table, une base de données. Et ils ont l'électricité en permanence. Et ils ont la connexion, parce que sans tous ces éléments-là, on ne pourra pas mettre ce projet-là en marche. C'est pourquoi nous voulons, dans un premier temps, d'abord l'expérimenter à travers cet établissement qui ont le moyen, et ensuite on verra si on peut l'élargir dans les établissements publics. Mais je dis que c'est un projet d'avenir, parce que nous avons encore d'autres préoccupations pour l'Ouest. Ce n'est pas parce que certains pays sont rentrés déjà dans cette numérisation-là que nous aussi nous allons nous précipiter pour nous engouffrer, tout en sachant que nous n'avons pas les moyens matériels, techniques et financiers de le faire. Il faut être très prudent dans ce sens. Vous savez, les difficultés sont énormes. Si nous considérons les taux d'achèvement de nos écoliers et écolières, ce taux-là est extrêmement faible. Il est de 11% pour les garçons et de 6% pour les filles. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre énorme. Il y a un déséquilibre énorme. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord... Notre population cible, c'est quoi? Il y a des enseignants et les élèves. Mais il faut donner la chance à tout le monde d'aller à l'école, surtout les filles. Surtout les filles. Il faut leur donner la chance d'aller à l'école. Et ensuite, il faut favoriser la formation qualifiante. On a beaucoup investi dans l'enseignement supérieur, etc. On a eu des cadres, des valeurs avec de gros diplômes. Mais qu'est-ce que ça nous a donné pendant les 60 années de notre existence? Qu'est-ce que ça nous a donné? L'expérience a montré que c'est à travers la formation qualifiante, la formation professionnelle et technique, qu'on peut mettre un pays en valeur. On a beau être riche, mais si nous n'avons pas des cadres pour valoriser cette richesse-là, nous resterons toujours dans l'état. Il faut une option claire, une option politique dans ce domaine-là. C'est pourquoi, si j'ai un conseil à donner à nos enfants, à nos élèves, c'est vraiment de faire une option qui va aller dans le sens d'une valorisation de nos ressources. Parce que cette situation-là n'a trop que duré. Il faut les valoriser.